On voit bien les conséquences de notre politique de sanctions sur notre propre industrie, sur notre économie. Nous sommes clairement dans une phase de déclin. Avec cette politique, nous mettons en danger l'avenir des générations à venir. En ce moment, le risque est impossible à calculer. On ne sait pas quand une guerre, même une guerre conventionnelle entre l'OTAN et la Russie, pourrait éclater. Et si ce scénario se produit, ce risque ne sera plus maîtrisable. Quand on regarde la politique de l'Occident, on voit bien qu'avec la génération actuelle de responsables politiques qui a lié son destin au soutien de l'Ukraine à la guerre en Ukraine, il n'y a tout simplement plus de chemin possible pour revenir vers la paix. À Konkurrent, à Port de la Péronne. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Je vous présente ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Avec l'aide de pays occidentaux, l'Ukraine mène désormais la guerre jusque profondément à l'intérieur du territoire russe. Les Russes répliquent par des attaques similaires, visant des usines et des installations militaires en Ukraine. Sommes-nous en train d'assister à l'élargissement de ce conflit vers une grande guerre européenne? Faut-il déjà parler de la guerre en Ukraine comme de la catastrophe originelle du XXIe siècle? C'est de tout cela que je discute aujourd'hui avec le plus haut général de l'OTAN issu de la Bundeswehr, ancien inspecteur général de la Bundeswehr et ancien président du comité militaire de l'OTAN, ainsi qu'ancien président des conseils OTAN-Ukraine et OTAN-Russie. Bienvenue, Harald Kujat. Mon général, quand vous entendez des phrases comme celle de votre collègue, le général Neumann, qui dit « Nous sommes prêts à nous battre dès cette nuit », qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce vraiment le ton qu'il faudrait adopter aujourd'hui? Sagt Ihnen das? Ist das der Ton, der jetzt angeschlagen werden sollte? Eh bien, d'habitude, je ne commente pas ce que disent les généraux en activité ou les responsables de la défense encore en poste. Je peux seulement m'exprimer de façon générale. En ce moment, nous sommes dans une situation à la fois difficile et dangereuse. Difficile, parce que les objectifs fixés par l'Occident pour mettre fin à la guerre en Ukraine ne peuvent pas être atteints. On l'a bien vu. Depuis environ 2 ans et demi, il n'y a eu aucune initiative venant des États membres européens, de l'OTAN, ni de l'Europe dans son ensemble pour aller vers une paix négociée. Mais voilà, surtout la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont, pour ainsi dire, placés à la tête de ce mouvement. Ils ont aussi élaboré un document de position pour les futures négociations, aux côtés, bien sûr, de l'Ukraine. C'est une situation extrêmement difficile. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ce qui rend la situation dangereuse, c'est que l'Ukraine, comme vous venez de le décrire, frappe de plus en plus souvent des cibles stratégiques en Russie, au cœur même du territoire russe. Et cela a des effets. Il ne faut pas l'oublier. Und das hat auch Wirkung, das darf man nicht außer Acht lassen. Nicht die Wirkung, die Ce n'est pas l'effet que l'Ukraine cherche à obtenir, à savoir que l'initiative stratégique passe, pour ainsi dire, du côté ukrainien, que l'avantage stratégique revienne à l'Ukraine, ou, comme on l'entend de plus en plus en Occident, qu'un tournant dans cette guerre se produise en faveur de l'Ukraine. Non. L'effet réel, c'est une pression intérieure, une pression sur Poutine, pour qu'il adopte désormais une autre approche dans cette guerre. Cette impulsion vient de l'armée. Les militaires disent « Nous sommes capables de mettre fin à cette guerre très rapidement, par la voie militaire. Nous en avons les moyens, nous avons les capacités nécessaires. Et la situation sur le champ de bataille nous permet d'utiliser ces capacités de manière à ce que la guerre puisse être terminée militairement très vite. »
dass der Krieg militärisch sehr schnell beendet werden kann. Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere ist aber auch die, C'est une façon de voir les choses. Mais il y en a une autre. La population ressent de plus en plus les conséquences de ces attaques sur l'approvisionnement en énergie, sur la distribution d'essence et d'autres produits similaires. Et l'impatience grandit aussi dans la population, avec ce désir de mettre enfin un terme à cette guerre. C'est cette combinaison que je trouve à la fois difficile et dangereuse dans la situation actuelle. Et quand du côté occidental, on dit que nous sommes bien sûr prêts à défendre le territoire de l'OTAN, pour moi, c'est une évidence. La vraie question, c'est de savoir si c'est vraiment la priorité du moment ou non. Et c'est à cette question qu'il faudrait revenir tout de suite après. Es wäre la priorité du moment? Comment répondriez-vous à cette question? Oui, il y a deux situations qu'il faut examiner dans ce contexte. La première, c'est l'analyse de la menace, l'analyse européenne de la menace, qui part du principe que la Russie sera en 2029, c'est la version officielle, en mesure d'attaquer l'OTAN, des États occidentaux ou les pays baltes, peu importe lesquels. Par le passé, on a aussi entendu d'autres versions. Les Russes pourraient le faire plus tôt, les Russes pourraient le faire dès demain. Ou encore, l'an dernier, on disait que l'été passé serait le dernier été en paix. Rien de tout cela ne s'est produit. La question c'est donc, est-ce que cette analyse de la menace est vraiment réaliste, au moins un peu? Et quand on regarde comment se présente l'analyse américaine des menaces, prenez celle de 2024, de 2025 ou même de 2026, on y lit dans les deux premières que la Russie n'a ni l'intention ni les capacités militaires d'attaquer l'OTAN. Et cette année, l'analyse des menaces ne traite même plus de cet aspect. Elle parle seulement des conflits d'intérêts entre les États-Unis et la Russie, de manière assez générale. Autrement dit, cette analyse des menaces, contrairement à ce qu'on entend parfois dans les médias allemands, n'est pas partagée par les États-Unis ni par l'OTAN. L'OTAN ne dispose pas de ses propres capacités d'analyse suffisantes. Elle s'appuie sur les évaluations de ses États membres. Et là, bien sûr, la contribution américaine pèse beaucoup plus lourd que toutes les autres réunies, parce que les États-Unis ont des moyens de renseignement considérables. L'analyse de la menace est élaborée par 7 agences de renseignement américaines. Autrement dit, ni l'évaluation américaine de la menace, ni celle de l'OTAN ne correspondent à ce que nous entendons aujourd'hui de la part des responsables politiques, ni à ce qu'on lit dans les médias. Mais cela ne veut pas dire qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN serait impossible. Non, la situation s'aggrave, elle s'envenime, justement, à cause de ce que vous venez de décrire, à cause du déplacement des combats du champ de bataille vers l'arrière stratégique de la Russie. On voit que les forces armées ukrainiennes sont sur la défensive, qu'elles ne peuvent plus qu'opposer une résistance limitée. On voit aussi que la Russie a fait des progrès considérables ces dernières semaines. La région de Louhansk est entièrement occupée par la Russie. Et dans la région de Donetsk, donc les deux zones clés du Donbass, les Russes continuent d'avancer, pratiquement chaque jour. C'est aussi la raison décisive pour laquelle l'Ukraine déplace ses opérations vers l'arrière-pays russe, en visant l'approvisionnement en carburant par des attaques contre les raffineries et les terminaux de chargement. Mais cela ne conduit pas à une décision sur le champ de bataille. En réalité, c'est plutôt une sorte de manœuvre latérale, largement soutenue par les pays occidentaux. D'une part, par la fourniture de composants pour des systèmes de drones à longue portée, donc du matériel. Et d'autre part, par des logiciels qui permettent des frappes très précises, comme par exemple le système américain Palantir.
Cela nous amène à la question suivante. Que signifie exactement ce soutien des pays membres de l'OTAN, des Européens, pour ces attaques? Voici comment je l'interprète. Si une attaque ne peut être menée avec succès que grâce à l'aide occidentale d'un État, disons-le simplement, soit parce que les systèmes d'armes nécessaires et surtout la précision du tir ne sont possibles que de cette manière, alors, sur le plan du droit international, c'est une zone grise. Mais politiquement, c'est très clair du point de vue de l'État attaqué, quel qu'il soit, en l'occurrence la Russie, qu'il s'agit d'une participation à cette guerre. Et cela entraîne évidemment une réaction de l'autre camp. Et cette réaction a déjà été annoncée par la Russie. D'un côté, par le renforcement des contre-attaques contre des cibles ukrainiennes, des usines d'armement et d'autres objectifs similaires, mais aussi, potentiellement, par des attaques contre des installations occidentales qui fournissent ce matériel indispensable. J'ai le sentiment que jusqu'à présent, la direction russe a réagi avec beaucoup de retenue, avec prudence. Ils savent évidemment qu'une réaction comme celle que je viens de décrire et dont on parle en Russie entraînerait une escalade dramatique. Et dans toute escalade, il y a toujours le risque que l'autre camp réponde à son tour par une nouvelle escalade. Autrement dit, il y a une montée réciproque du seuil de danger et à un moment donné, on atteint un point où cette stratégie d'escalade ne peut plus être contrôlée. Il faut aussi dire que la stratégie d'escalade russe est différente de celle de l'Occident. Du côté occidental, l'escalade se fait toujours par petites étapes. On attend la réaction de l'autre camp. Si elle vient et qu'elle reste mesurée, ou si elle ne vient pas, on passe à l'étape suivante. En Russie, c'est différent. Le seuil de tolérance est très élevé. Mais une fois ce seuil dépassé, les Russes réagissent avec une grande fermeté et ils acceptent alors le risque d'une nouvelle escalade. La question, c'est donc de savoir à quel moment on atteint ce point où le soutien occidental à l'Ukraine, dans ses attaques de drones de grande portée contre des cibles russes, amène la Russie à dire « Là, c'est le moment où nous ne pouvons plus accepter cela, où nous ne pouvons plus tolérer ce soutien, et nous allons réagir en conséquence. » Ce que je veux dire en une phrase, c'est que le risque en ce moment est impossible à calculer. On ne sait pas quand un véritable conflit conventionnel entre l'OTAN et la Russie pourrait éclater. Et si ce moment devait arriver, le risque deviendrait alors totalement incontrôlable. Il existe désormais un accord entre la République fédérale d'Allemagne et l'Ukraine pour échanger des informations militaires. Des missiles comme le Taurus sont produits en coopération avec des entreprises allemandes, par exemple à Munich. L'utilisation de Starlink, le système de satellite d'Elon Musk par l'armée ukrainienne, est en grande partie financée par l'Allemagne. Des données sont fournies, des missiles sont fournis. Sommes-nous déjà devenus une partie prenante à la guerre? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, d'un point de vue du droit international, c'est à mon avis une zone grise. Si vous prenez la définition de l'agression des Nations Unies, c'est effectivement une zone grise. Mais ce n'est pas ça qui est décisif. Ce qui compte, c'est l'évaluation politique de ce soutien. Et je ne peux que répéter ce que je pense. Si ce soutien est nécessaire pour pouvoir mener une attaque avec succès, alors le seuil est franchi. Autrement dit, si cette attaque ne pourrait pas avoir lieu sans ce soutien, alors on est exactement dans la situation que vous venez de décrire. Le président russe Vladimir Poutine a déjà déclaré en septembre 2024 que l'Ukraine ne pouvait pas mener ses attaques de grande envergure à l'intérieur du territoire russe sans l'autorisation et sans le soutien de l'Occident. Cela voudrait donc dire que c'est désormais entre les mains de Moscou
de décider si la guerre va s'étendre ou non. Moskau darüber zu entscheiden, ob der Krieg ausgeweitet wird. Das ist richtig. Also, das ist genau der Punkt, den ich meine. Es ist eine C'est exact. politische Voilà. Entscheidung, C'est précisément le point que je veux souligner. Au fond, c'est une décision politique, pas une décision de droit international, ni une décision juridique. Mais cela veut dire que le comportement occidental ne tient pas compte de cette question. En d'autres termes, l'attitude de l'Occident est telle que nous acceptons le risque qu'il y ait une entrée en guerre, une réaction de la Russie. Nous comptons donc sur le fait que la direction russe, et surtout le président russe, fasse preuve d'assez de raison et de rationalité pour reculer devant cette décision, du moins pour l'instant. Jedenfalls noch zurückweicht. Wir wissen ja nicht genau, wann die Toleranzschwelle. On ne sait pas vraiment quand le seuil de tolérance de la Russie sera dépassé. Peut-être que même les dirigeants russes ne le savent pas encore quand ce moment viendra. Mais un jour, ça pourrait arriver. Et moi, je trouve que c'est une politique franchement aventureuse de compter sur la rationalité et la raison de la Russie, du président russe, alors que nous apportons ce soutien sans aucune retenue, sans tenir compte de nos propres intérêts de sécurité, et sans être prêts pour les conséquences de nos actes. Über die Konsequenzen unseres Handelns nachzudenken. Bedeutet dies, Est-ce que ce sont les vagues que nous remettons le contrôle de l'escalade entre les d'une puissance étrangère? Dominanz in die Hände einer fremden Macht? Russland hat La Russie a de toute façon la domination en matière d'escalade. Mais en quelque sorte, nous remettons la décision de savoir quand le prochain niveau d'escalade sera atteint entre les mains de la direction russe. der russischen Führung. Nun haben wir eine Situation, in der der russische Nous avons maintenant une situation où le président russe a déclaré, il y a quelques jours, cette guerre se décidera sur le champ de bataille. entschieden. Et cela après qu'il avait d'abord, disons, gardé un profil bas à la suite des échanges et des discussions avec le président américain Trump à Anchorage. D'où vient ce changement d'attitude? Flach gehalten hat. Woher rührt der Sinneswandel? Ja, das ist völlig richtig. Oui, c'est tout à fait exact. Poutine s'y est apparemment fié, et je dois dire franchement que j'espérais que ce qui avait été discuté à Anchorage, qu'on appelle ça un accord ou non, on peut en débattre, en tout cas ça a bien été évoqué entre les deux présidents. L'idée, c'était que la Russie garde les deux régions du Donbass et qu'elle renonce, au moins en partie, aux deux autres régions, Zaporizhia et Kherson. C'était la base envisagée pour de futures négociations, du moins du point de vue américain et russe. Et c'est aussi la raison pour laquelle Poutine a, semble-t-il, ralenti le rythme sur le champ de bataille ces derniers mois. Auf dem Schlachtfeld in den letzten Monaten zurückgefahren hat. Wollte offensichtlich nicht bewusst provozieren. Il ne voulait manifestement pas provoquer délibérément ni mettre en danger cet accord. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Je ne sais évidemment pas si c'était vraiment le cas. En tout cas, dans les faits, cela a bien été pris en compte. Et maintenant, après le sommet du G7, une impression s'est installée, disons-le comme ça, celle que les Américains ne respecteraient plus cet accord. Et cela signifie forcément que la Russie en tire la conclusion suivante. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs par la voie des négociations, du moins pas ceux dont nous avons discuté avec les États-Unis. Donc nous devons défendre nos intérêts sur le champ de bataille. Unsere Interessen auf dem Schlachtfeld durchsetzen. Und das stellen wir ja seit etwa 2-3 Wochen auch fest. Et on le constate depuis environ 2 ou 3 semaines. Le rythme des attaques s'est nettement accéléré et les forces russes progressent, à la fois dans le Donbass, donc dans la région de Donetsk, mais aussi plus au nord, dans la région de Sumy, qui ne fait pas partie de ces 4 régions. Donc à mon sens, c'est ça l'interprétation de ce que Poutine a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, d'abord, ça confirme une fois de plus ce que tous les experts savent depuis des mois, voire plus longtemps. L'Ukraine n'arrive pas à inverser la situation stratégique sur le champ de bataille en sa faveur.
La supériorité de la Russie, en effectif comme en matériel, est tout simplement écrasante. Et en plus de ça, vous l'avez d'ailleurs mentionné à l'instant, la Russie détient la domination dans l'escalade. Autrement dit, à chaque action entreprise par l'Ukraine avec le soutien de l'Occident, Moscou peut répondre par un pas supplémentaire, un niveau plus élevé d'escalade. Cela veut dire que nous nous rapprochons de plus en plus d'une situation où l'Ukraine ne sera plus en mesure d'éviter une défaite sur le champ de bataille. Et cela signifie une défaite militaire de l'Ukraine. Cette défaite militaire ne peut être évitée que s'il y a des négociations avant qu'elles ne se produisent. Pour des négociations en vue d'un règlement pacifique de ce conflit. Bien sûr, il est évident que les deux parties devront renoncer à leurs exigences maximales pendant les discussions et qu'il faudra trouver un compromis. Mais exiger, comme le fait par exemple le document des soi-disant E3 sur ces 5 points, que les Russes abandonnent leurs revendications maximales avant même d'entamer des négociations, c'est irréaliste. L'Ukraine non plus ne renoncera pas à ses exigences avant les pourparlers. Ce qu'il faut, c'est parvenir à une situation qui offre au moins la perspective d'ouvrir des possibilités de négociation, de créer des marges de compromis. C'est ça le point essentiel. Et c'est à cela que nous devons contribuer. Das ist der entscheidende Punkt. Und dazu müssen wir beitragen. Bisher vermag ich nicht zu erkennen. Pour l'instant, je ne vois pas que ce soit le cas du côté occidental, en particulier du côté européen, du côté américain. Oui, mais pas du côté européen. Quand par exemple, dans l'accord entre l'Allemagne et l'Ukraine du 14 avril, celui sur le partenariat stratégique, il est écrit que l'Allemagne s'efforcera de parvenir à un consensus sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, eh bien, à mes yeux, c'est un point qui bloque toute négociation. Parce que cette exigence de la Russie, que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN, existe depuis de nombreuses années, et la Russie ne renoncera certainement pas à cette position. Et si, en même temps, on demande qu'après la conclusion d'un accord de paix, une mission de sécurité soit déployée en Ukraine par des forces militaires occidentales, des troupes européennes, alors là aussi, c'est un point qui empêche toute négociation. Ça n'arrivera pas. J'attends un peu plus de réalisme dans la politique européenne, un peu plus d'efforts pour parvenir à un compromis et pas pour durcir encore la position de l'Ukraine. L'Ukraine, dans le passé, a déjà fait de grands pas en direction du compromis. Je pense simplement aux négociations d'Istanbul. Mais il faut aussi rappeler un point. Je veux revenir sur la question de l'adhésion à l'OTAN. La constitution ukrainienne repose sur la déclaration de souveraineté de 1990. À l'époque, c'était encore la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et cette déclaration posait comme base de l'État ukrainien. Pas d'appartenance à des blocs militaires, un statut neutre et aucune acquisition, possession ou contrôle d'armes nucléaires. Cette définition comme pilier de l'État ukrainien a été confirmée un an plus tard dans la déclaration d'indépendance, qui a été approuvée par référendum avec un large soutien de la population. Et cette déclaration a ensuite été intégrée dans le préambule de la Constitution ukrainienne. C'est donc en quelque sorte l'acte fondateur, la décision qui a établi l'Ukraine comme État ukrainien. Puis, en 2019, l'Ukraine a modifié sa constitution pour y inscrire comme objectif national l'intégration à la communauté euro-atlantique, c'est-à-dire aussi à l'Alliance atlantique. Nous avons donc ici une contradiction flagrante au sein même de la Constitution. Mais il faut partir d'un point de vue démocratique et fondé sur l'état de droit, et dire clairement que nous devons respecter les dispositions de la Constitution ukrainienne. Nous ne devons pas, en quelque sorte, pousser encore davantage l'Ukraine dans une direction qui va à l'encontre de sa propre Constitution. Et c'est exactement ce que je constate en ce moment. Je m'attends, en fait,
à ce que, si nous parlons d'un ordre de valeurs occidental, et le respect de la Constitution en fait partie, nous appliquions ces principes aussi vis-à-vis de l'Ukraine. Le deuxième point, c'est que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est totalement irréaliste. D'abord, aucun pays ne peut simplement dire « je veux devenir membre de l'OTAN » et le devenir aussitôt. Chaque candidat doit être invité à adhérer par l'ensemble des États membres, et cela uniquement à base d'un consensus. Ce consensus n'existe pas. Nous le savons de la part de plusieurs pays, y compris européens. Mais nous savons aussi très bien que les États-Unis n'acceptent pas cela. Le président américain l'a dit à plusieurs reprises, tout comme le secrétaire d'État. Alors pourquoi le faisons-nous quand même? Pourquoi nous opposer à la politique des États-Unis? Il y a un autre point important. L'article 10 du traité de l'Atlantique Nord, le traité de Washington, stipule que tout pays candidat doit apporter un gain de sécurité pour l'ensemble des États membres. Autrement dit, contrairement à ce qu'on laisse souvent entendre, un pays ne rejoint pas simplement l'OTAN pour se placer sous le parapluie protecteur des autres. L'OTAN, c'est avant tout une alliance de sécurité collective et réciproque. Autrement dit, l'Ukraine devrait renforcer la sécurité de tous les États membres. Mais ce n'est pas le cas. Si l'Ukraine rejoignait l'Alliance, la conséquence serait que l'OTAN importerait en son sein un conflit potentiel, un conflit futur avec la Russie. C'est totalement exclu. Et je ne parle même pas des autres aspects, comme la nécessité pour l'Ukraine d'être en accord avec l'ordre des valeurs des pays membres de l'OTAN. Je veux simplement donner deux exemples. D'abord, la protection des minorités en Ukraine n'est absolument pas garantie. Ensuite, il y a la corruption endémique qui touche jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ce ne sont là que deux des nombreuses raisons qui excluent une adhésion. Est-ce que les objectifs de guerre de la Russie ont changé? Poutine avait justifié l'invasion de février 2022 en disant que le statut neutre de l'Ukraine devait être garanti, que la population du Donbass devait être protégée, que les bombardements contre les civils, menés à la fois par les milices et par l'armée ukrainienne, devaient cesser et que l'Ukraine devait être dénazifiée. Aujourd'hui, il parle de la Nouvelle-Russie. Et quand on regarde les anciens territoires dits de la Nouvelle-Russie à l'époque de Catherine, cela inclut aussi Kharkiv et surtout Odessa. Est-ce que cela signifie une extension des objectifs de guerre russes? Oui, permettez-moi d'abord de revenir sur les remarques d'introduction. Il s'est appuyé dans son argumentation sur ce que je viens d'expliquer, à savoir que, selon sa constitution, l'Ukraine est un État neutre, non aligné, un État de neutralité permanente, qui n'appartient à aucun bloc militaire. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'il fait référence à la guerre civile qui a éclaté après le coup d'État de 2014, lorsque les deux régions du Donbass se sont déclarées républiques populaires indépendantes. C'est ainsi qu'a commencé la guerre civile, avec de grandes difficultés pour la population civile de ces régions, qui sont majoritairement habitées par des Ukrainiens russophones. Et en fait, c'est même allé jusqu'à ce que la Russie, avant la guerre, tente encore, le 17 décembre 2021, par des propositions de traités adressées aux États-Unis et à l'OTAN, de stabiliser la situation. Ces projets de traités étaient très exigeants, avec même des revendications maximales, et ils ont été présentés de manière assez ferme, mais ils n'ont pas été pris en compte. On a manqué cette occasion d'éviter la guerre par la voie des négociations. Et ça, je le dis maintenant de mon point de vue. En 1997, avec l'acte fondateur OTAN-Russie, nous avions créé un mécanisme censé permettre, en cas de crise ou de conflit touchant les intérêts de sécurité des deux parties, de les résoudre ensemble, et ainsi d'empêcher une guerre entre l'OTAN et la Russie.
C'était l'intérêt de la Russie, nous y avons répondu, et c'est d'ailleurs inscrit dans le traité fondateur de l'OTAN. À l'époque, on pensait, et les années suivantes l'ont confirmé, que les crises et les conflits allaient surgir dans cette zone, dans la région des anciens pays du pacte de Varsovie, mais aussi dans les 3 États baltes, qui étaient d'anciennes républiques soviétiques et surtout en Ukraine. Cela a été manqué. Je tiens à le redire ici. La Russie s'est ensuite appuyée, dans son action de février 2022, sur l'argument qu'il s'agissait de républiques populaires indépendantes. C'était quelques jours plus tôt. À ce moment-là, la Russie a pour la toute première fois, depuis de nombreuses années, reconnu ces républiques populaires comme des États indépendants. Avant, ce n'était pas le cas. Ensuite, un accord d'assistance a été conclu et la Russie s'est appuyée sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies en réponse à une demande de soutien. Bien sûr, c'était en quelque sorte une tentative de justifier cette attaque. Il faut le dire clairement. En tout cas, c'est mon interprétation. Mais au moins, cette tentative a eu lieu. Bien sûr, le fait que la Russie se soit appuyée sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ainsi que sur la demande d'aide de ces 2 soi-disant républiques du Donbass, c'était une tentative de donner à tout cela un cadre conforme au droit international. C'est évident. Mais au moins, cette tentative a été faite. Est-ce que les objectifs de la Russie ont changé? En réalité, dès le début de cette guerre, on a déjà discuté de la question de savoir si la Russie avait aussi l'intention de prendre Odessa et Kharkiv, 2 villes typiquement russes. Dans le cas d'Odessa, c'est particulièrement important sur le plan stratégique, parce que la prise d'Odessa empêcherait l'Ukraine d'avoir encore accès à la mer Noire. Deuxièmement, on chercherait pour ainsi dire à resserrer les liens avec la Transnistrie, où des soldats russes sont stationnés. Mais bien sûr, cet événement joue aussi un rôle important dans la conscience russe. Je veux parler de ce qui s'est passé à Odessa, quand des Ukrainiens russophones ont été poussés dans la maison des syndicats. Le bâtiment a été incendié et ils ont brûlé vifs. Évidemment, ça compte. Et pour finir, il faut le dire, cela vaut aussi pour Kharkiv. Odessa, comme Kharkiv, est une ville typiquement russe. Et dans le cas d'Odessa, il faut ajouter qu'elle a été fondée par Catherine la Grande. Tout cela, dans un pays comme la Russie, où l'histoire a une place essentielle, joue toujours un rôle. Et Kharkiv joue bien sûr un rôle aussi stratégique par sa position. Mais il y a maintenant un autre élément qui s'ajoute. Comme je l'ai dit au début, c'était sans doute l'une des options. Est-ce que cette option est toujours poursuivie comme un véritable objectif stratégique? Là, je n'en suis pas sûr. Ça en a l'air, oui, mais d'après l'évolution sur le champ de bataille, je n'ai pas de preuves claires de cela. Dans la région de Zaporizhia, les attaques se sont aussi intensifiées, et c'est en principe la condition pour pouvoir ensuite avancer vers Odessa. Mais est-ce vraiment le cas? Je ne peux pas le dire. Il y a cependant un autre facteur qui entre en jeu. Poutine l'a d'ailleurs expliqué récemment. La Russie a intensifié ses attaques sur Soumy. Et la raison, selon Moscou, c'est qu'il faut créer une zone de protection pour empêcher que l'Ukraine ne lance à nouveau une attaque contre la région de Koursk. Cela s'est déjà produit, je ne me souviens plus exactement, il y a 6 ou 7 mois, quand les Russes étaient présents dans cette zone de Koursk. Leur objectif semblait clairement être la prise de la centrale nucléaire de Koursk, car à part ça, il n'y a rien là-bas à conquérir. Donc, même dans cette région, autour de Soumy, les activités militaires russes se sont nettement intensifiées, ce qui, au fond, confirme ce que Poutine a déclaré.
Nous avons eu le coup d'État sur le Maïdan, qui a été au moins en partie soutenu par l'Occident. Nous avons ensuite vu l'échec des négociations d'Istanbul après l'ingérence occidentale de Boris Johnson, du Royaume-Uni et des États-Unis. Et maintenant, du point de vue russe, on parle de l'échec de l'esprit d'Anchorage. Alors la réaction de la Russie est maintenant d'étendre encore son action vers Odessa, vers Kharkiv, pour mettre davantage de pression sur l'Occident. C'est une spéculation, mais elle n'est pas absurde, il faut le dire. Je pense que c'est tout à fait possible. Moi, en tout cas, je réagirais sans doute de la même façon si je n'avais plus d'autre choix que d'imposer mes intérêts stratégiques sur le champ de bataille. Parce que l'option des négociations pour mettre fin à la guerre, telle que je l'avais évaluée et telle qu'elle m'avait été promise, n'existe plus. Dans ce cas, je pourrais aller plus loin, poursuivre des objectifs plus ambitieux qui n'étaient pas compatibles jusqu'ici avec mon approche prudente et réservée. C'est possible. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une spéculation. Est-ce qu'une Ukraine sans accès à la mer Noire pourrait encore survivre comme État indépendant? Ou est-ce que ça voudrait dire que ce pays serait broyé entre l'Est et l'Ouest? Eh bien, c'est toujours le même problème. C'est toujours la même question. Où appartient l'Ukraine? Est-ce qu'elle fait partie de l'Occident ou bien du champ d'influence russe? Et à chaque fois, je repense à ce qu'Henry Kissinger avait écrit dans un article en 2014. À l'époque, il disait que l'Ukraine ne devait pas devenir un avant-poste de la Russie, mais pas non plus un avant-poste de l'Occident, donc de l'OTAN. Si elle veut prospérer, se développer et vivre en sécurité, elle doit servir de pont entre l'Est et l'Ouest. Et c'est aussi vrai aujourd'hui que ça l'était en 2014. D'ailleurs, ça correspond tout à fait à ce que je disais tout à l'heure, à la base constitutionnelle de l'Ukraine, sa neutralité permanente. Seule la neutralité permanente et la non-alignement permettent vraiment de construire des ponts entre l'Est et l'Ouest. Et cela correspond aussi à la stratégie que la Russie suit depuis le milieu des années 90. Créer une zone tampon entre l'OTAN et la Russie, justement pour éviter une confrontation directe, une guerre. En quelque sorte, un cordon sanitaire entre la Russie et l'OTAN. Mais je vais encore plus loin. La guerre en Ukraine, une fois qu'elle sera terminée, ce sera un peu comme un bouchon sur une bouteille. La fin de la guerre, ça veut dire que le bouchon sera enlevé. Das Ende des Krieges bedeutet, dass der Korken entfernt wird. Und dann entsteht die Möglichkeit, die Option. Et puis, il y a cette possibilité, cette option, de construire un ordre européen de paix et de sécurité dans lequel la Russie, comme l'Ukraine, auraient leur place. Nous vivons, après tout, sur le même continent que la Russie. Ça, on ne peut pas le changer. Alors il faut bien essayer de trouver une voie qui stabilise la situation internationale sur notre continent. Une voie qui nous offre un avenir, à nous et aux générations à venir. Un avenir de paix, de sécurité et de prospérité. Tout cela est aujourd'hui menacé. On voit bien les conséquences de notre politique de sanctions, y compris sur notre propre industrie, sur notre économie. Nous traversons, il faut le dire, une phase de déclin aussi. Avec cette politique, nous mettons en danger l'avenir des générations futures. Pourtant, notre constitution, la loi fondamentale, est en réalité une constitution de paix. Rappelons que le Conseil parlementaire, qui a rédigé la loi fondamentale en 1949, était profondément marqué par ce siècle des deux guerres mondiales. C'est pour cela qu'il a inscrit dès le préambule que l'Allemagne doit, en tant que membre à part entière d'une Europe unie, servir la paix du monde, donc aussi la paix en Ukraine et la paix avec la Russie. Et la Constitution va encore plus loin.
Même l'adhésion à l'OTAN est assortie d'une condition. Elle précise que la fédération peut s'intégrer dans un système de sécurité collective et réciproque. Mais j'ai laissé de côté quelque chose qui figure aussi dans la Constitution. En entier, la phrase dit « L'État fédéral peut s'intégrer à un système de sécurité collective réciproque pour préserver la paix ». Mais où voit-on cela aujourd'hui? Où agissons-nous au sein de l'OTAN pour préserver la paix? Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour être à la hauteur de ce que demande la Constitution? Moi, je ne le vois pas. Ce que je vois, c'est que, pendant toute la durée de cette guerre, nous l'avons alimentée, avec de l'argent, du matériel et un soutien politique. Mais nous n'avons pas fait le moindre effort pour mettre fin à cette guerre par des moyens pacifiques, comme notre Constitution l'exige pourtant. Si les gouvernements fédéraux, il faut bien parler au pluriel, ne respectent pas cette exigence de paix inscrite dans la Constitution, si depuis presque 5 ans maintenant, l'Allemagne n'apporte plus aucune contribution pour favoriser la paix en Ukraine, est-ce que ces gouvernements fédéraux agissent alors de manière anticonstitutionnelle? Eh bien, le mandat constitutionnel est clair. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et ce n'est pas seulement cette disposition qui n'est pas respectée. C'est la même chose, je parle ici en tant qu'ancien militaire, c'est la même chose pour les forces armées. Là aussi, la Constitution est limpide. Elle dit que la Fédération met sur pied des forces armées pour assurer la défense. Cela veut dire que ces forces doivent être capables de défendre notre pays et notre population et de s'engager pour le bien-être de nos citoyens. Mais en 2011, nous avons mené une réforme de la Bundeswehr, qu'on a appelée la réorientation de la Bundeswehr. Et cette réorientation, ça voulait dire on s'éloigne de la défense du territoire et de l'Alliance pour ne plus faire que des interventions à l'étranger. Bon, le tribunal constitutionnel fédéral a accordé au gouvernement, dans plusieurs arrêts de principe, une large marge de manœuvre pour ce genre d'opérations extérieures. Mais il les a aussi soumises à des conditions très strictes, par exemple. Cela dit, le principe, la mission fondamentale, n'a pas été aboli pour autant. Nous avons donc vécu jusqu'ici avec cette situation où la Constitution a été violée, où nous ne l'avons pas respectée. Et maintenant, depuis quelque temps, on essaie de rétablir cette capacité de défense du territoire et de l'Alliance. C'est ce que nous impose la Constitution. Et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'un sentiment de menace, comme c'est souvent le cas. Il suffit simplement de remplir le mandat que nous donne la Constitution. C'est ça, le point essentiel. Nous devons être capables de défendre notre pays. Et puisque j'ai encore la parole, je voudrais ajouter une chose. Je ne suis pas opposé à ce qu'on fasse davantage pour la Bundeswehr. On parle souvent de réarmement, faire, un mot qui a toujours une connotation négative. Non, la Bundeswehr doit simplement être en mesure d'accomplir la mission que lui confie la Constitution. C'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que la Bundeswehr doit aussi contribuer à la paix. Et elle peut le faire si nous rétablissons un équilibre des forces. Quand un équilibre des forces existe, aucune partie n'a la tentation de lancer une attaque. C'est pour cela qu'Helmut Schmidt a dit « un équilibre des forces est une condition nécessaire à la paix ». Mais il a aussi précisé que ce n'est pas une condition suffisante. Pour qu'elle le devienne, cet équilibre des forces doit s'accompagner d'une stabilisation politique. Ça veut dire qu'on doit parler avec l'autre camp. On doit savoir quels intérêts il défend. On doit pouvoir déterminer précisément quelles sont ses capacités. On doit identifier clairement quels objectifs il poursuit. Et on doit essayer, par des mesures comme le contrôle des armements
et le désarmement d'ajuster cet équilibre des forces. Cela inclut bien sûr l'autre camp, en cherchant à abaisser ce niveau global pour réduire encore le risque de guerre. En même temps, il faut aussi mettre en place des mesures militaires de confiance qui nous permettent de savoir exactement ce qui se passe de l'autre côté. Dans le passé, nous avons supprimé ou dénoncé des accords de désarmement et de contrôle des armements qui étaient pourtant essentiels à notre sécurité. Il y avait le traité INF, essentiel pour notre sécurité, qui avait permis d'éliminer toute une catégorie de systèmes d'armes nucléaires, plusieurs milliers au total. Il y avait aussi le traité Ciel ouvert, qui a été dénoncé et qui nous permettait d'avoir notre propre vision de la situation de l'autre côté, de fonder nos analyses de menaces sur des bases solides. Et je ne cite que ces deux-là. Entre-temps, le traité sur les systèmes stratégiques intercontinentaux a lui aussi expiré, et bien d'autres encore. Il y a donc un immense besoin d'agir, un besoin d'agir vraiment considérable. Mais rien ne se passe. Il n'y a ni dialogue avec l'autre partie, ni effort de désarmement ou de contrôle des armements, ni même de volonté de bâtir la confiance. Noch gibt es das Bemühen vertrauensbildende Maßnahmen. Das heißt also, das, was von unseren Politikern... Autrement dit, ce que nos responsables politiques demandent, ou plutôt ce que Helmut Schmidt demandait, c'est de créer un niveau suffisant de stabilisation politique. Une stabilisation qui nous permettrait de dire « nous avons au moins une stabilité internationale qui ouvre une perspective de paix ». Mais tout cela, ça ne se fait pas. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est seulement la première partie. Je ne suis pas contre, je le répète encore une fois. Je suis absolument convaincu que la Bundeswehr doit apporter une contribution importante à la hauteur de nos capacités et de la taille de notre pays, à la défense de l'Alliance et aussi à l'établissement d'un équilibre des forces. Mais cela ne doit pas se faire seul. Cette approche isolée ne permet pas d'instaurer la paix. Au contraire, elle comporte le risque de déclencher une course aux armements. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Or, une course aux armements, c'est le chemin le plus court et le plus direct vers la guerre. Voyez-vous là un échec politique? Eh bien, si la politique ne remplit pas ses devoirs, alors oui, c'est un échec, bien sûr. Même au regard de la Constitution? Oui, même au regard de la Constitution, c'est tout à fait clair. Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet n'est absolument pas abordé dans nos médias. Il y règne donc une sorte d'accord tacite pour exclure de la couverture médiatique des questions qui sont pourtant d'une importance existentielle pour l'avenir de notre pays et de notre peuple. Voyez-vous, dans la phrase prononcée à l'époque par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, nous voulons montrer aux Russes qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait, une contribution à l'ordre de paix en Europe, ou est-ce que cela détruit justement cet ordre de paix? Il faut voir ça dans son contexte. C'est une déclaration géopolitique. Il l'a formulée avec des mots simples. Ce qu'il voulait dire, et d'autres responsables américains l'ont d'ailleurs exprimé aussi, c'est qu'il s'agissait de repousser la Russie sur les plans politiques, industriels, économiques et aussi militaires, de réduire son influence au point que sa contribution à l'émergence d'un nouvel ordre mondial multipolaire devienne pratiquement négligeable. Et ainsi, le centre de gravité de l'engagement américain pourrait se déplacer vers une confrontation future avec le véritable rival, à savoir la Chine. La Russie ne devrait plus être le grand rival international des États-Unis. Et avec cette réduction, disons, à un niveau bien plus bas, elle ne devrait plus non plus être le soutien de la Chine dans ce nouvel ordre mondial multipolaire en train d'émerger. En fait, la Chine est le seul pays capable, et elle l'est déjà,
de menacer l'influence des États-Unis en tant que puissance mondiale dominante, sur le plan politique, économique, technologique et de plus en plus aussi sur le plan militaire. C'est ça le point essentiel. C'est à cela que faisait référence la déclaration d'Austin. Et on voit bien que cette évolution progresse rapidement. Les pays du Sud global, comme on dit, se tournent de plus en plus vers ce noyau technologique, vers les pays des BRICS, à travers des accords d'association ou en devenant membres à part entière. Konzentriert durch Assoziierungsabkommen, durch Mitgliedschaft, ja sogar ein NATO-Mitgliedstaat hat ja Oui, même un pays membre de l'OTAN a demandé à rejoindre cette organisation des BRICS, à savoir la Turquie. Il faut vraiment y réfléchir un instant, mesurer ce que cela signifie. Mais on le voit dans tous les domaines. On l'a aussi constaté dans le conflit avec l'Iran. L'Iran est un allié proche de la Chine et de la Russie. Et cela joue évidemment un rôle important en arrière-plan, en plus des défis régionaux. Nous sommes donc réellement dans une situation où un nouvel ordre mondial est en train d'émerger. Et la guerre en Ukraine, tout comme la guerre en Iran, a donné à cette évolution une nouvelle dynamique, une dynamique énorme. C'est exactement ce que ces mots expriment. Das kommt auch in diesen Worten zum Ausdruck. Das heißt also, Cela veut dire que le système d'ordre mondial que les États-Unis ont mis en place après 1945, avec le dollar comme monnaie de référence, est aujourd'hui soumis à une forte pression. Et ce sont des évolutions que nous, en Europe, devons aussi prendre en compte pour nous-mêmes. C'est pourquoi, depuis des années, je plaide pour ce que j'appelle l'affirmation de l'Europe. Cela veut dire une affirmation politique, économique, technologique et en partie aussi militaire. En partie seulement, parce que je continue de penser que notre sécurité est mieux garantie au sein de l'OTAN. Mais cela implique que nous renforcions le pilier européen de l'OTAN de façon à ne pas dépendre des États-Unis si un jour la situation devait vraiment l'exiger. Auf die Vereinigten Staaten angewiesen sind, dass wir in der Lage sind, eben auch durch ein que nous soyons capables, grâce à un équilibre militaire en Europe, de protéger nous-mêmes notre sécurité. C'est un point absolument essentiel. Mais il ne faut surtout pas rompre le lien avec les États-Unis. Je pense même qu'un pilier européen plus fort au sein de l'OTAN renforcerait l'attachement des États-Unis à leurs alliés, à l'OTAN elle-même. Et c'est particulièrement important quand on parle des aspects de stratégie nucléaire. Sur ce plan, les États-Unis sont indispensables à notre sécurité. Aujourd'hui, ce sont les Européens qui supportent l'essentiel du poids de la guerre en Ukraine. Est-ce que le président américain Trump a réussi à européaniser cette guerre? Ou bien les Européens agissent-ils de leur propre initiative? Est-ce vraiment une initiative autonome, une forme d'escalade de la part des Européens, ou plutôt une sorte de partage des rôles avec les États-Unis? Oui, on a déjà parlé du fait que c'est une guerre par procuration. Une guerre par procuration. Parce que les États-Unis ont joué, il faut le dire, un rôle absolument décisif dans cette guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est toujours une guerre par procuration, mais c'est aussi notre guerre. C'est la guerre des Européens. Les Américains continuent, même si on le perçoit moins clairement, à apporter un soutien important à l'Ukraine. Mais le vrai poids, le poids financier surtout, et le poids matériel, reposent sur les épaules des Européens. Et ce poids va encore augmenter le jour où la paix reviendra et qu'il faudra reconstruire l'Ukraine. Nous n'avons, à vrai dire, aucune idée, manifestement, de l'ampleur des charges qui nous attendent, et surtout de celles qui pèseront sur les générations européennes et allemandes à venir, à cause de notre engagement. Durch unser Engagement. Die Amerikaner haben versucht, insbesondere Trump. Les Américains ont essayé, et surtout Trump personnellement, de faire venir les deux parties en guerre à la table des négociations. Pendant un moment, il y a eu des progrès, mais ensuite, l'intérêt de Trump a diminué. Il s'est concentré sur la guerre avec l'Iran. Et la situation actuelle, honnêtement, est très difficile à évaluer. Le cœur de la question, c'est bien sûr de savoir si ce qui a été discuté à Anchorage tient toujours,
ou si ce n'est plus le cas. Si ce n'est plus le cas, alors la Russie, comme nous l'avons évoqué, ne pourra compter que sur sa propre force et cherchera à mettre fin à cette guerre par la voie militaire. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Iran, qui n'a pu compter que sur sa propre force et qui, grâce à cela, a fini par l'emporter. À Wiesbaden, sur les bases américaines, les données satellites sont traitées et les artilleurs ukrainiens les reçoivent pratiquement en direct sur leur iPad. Ils peuvent donc utiliser leurs armes presque en temps réel. Les Américains pourraient forcer l'Ukraine à venir à la table des négociations en arrêtant la transmission de ces données satellites. Pourquoi Washington ne le fait-il pas? Oui, c'est exactement ça. Le soutien européen est essentiel pour la conduite de la guerre. Le soutien américain, lui, est décisif pour une autre question. Peut-on mettre fin à la guerre maintenant ou va-t-on la poursuivre? C'est bien comme vous le dites. Si les systèmes américains dont dépend l'Ukraine tombaient en panne, sans même parler des employés d'organisations américaines qui travaillent encore en conseil sur place, eh bien, si cette aide venait à disparaître. J'ai mentionné tout à l'heure le système Palantir et aussi, par exemple, le système Starlink de Musk, qui est absolument crucial pour l'Ukraine. Si tout cela s'arrêtait du jour au lendemain, la guerre serait terminée. Il faut le dire très clairement. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Amerikaner tun das nicht. Warum tun sie das nicht? Les Américains ne le font pas. Pourquoi ne le font-ils pas? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Je n'aime pas trop spéculer. D'un côté, cela signifierait que l'Ukraine se retrouverait dans une position de négociation comparable à celle d'un État qui a subi une défaite militaire. Et ça, les Américains ne le veulent pas. Je pense d'ailleurs que ce serait une erreur, parce que selon moi, les deux parties doivent pouvoir défendre leurs intérêts nationaux, leurs intérêts de sécurité nationale, et aussi les faire valoir. Et c'est possible. Je crois vraiment que c'est possible. Vous le savez peut-être, j'ai moi-même fait des propositions en ce sens qui visaient précisément cet objectif et aboutissaient à ce résultat. Ça peut être l'une des raisons. L'autre, bien sûr, c'est qu'on ne veut pas non plus placer la Russie, c'est un peu l'autre face de la médaille, dans une position de vainqueur. Parce que vous savez, si ces systèmes étaient désactivés, personne ne pourrait dire si la Russie s'arrêterait là ou si elle en profiterait pour avancer encore plus loin. Ce sont des réflexions qu'il faut mener avec beaucoup de prudence quand on envisage une telle option. Et il faudrait en parler à l'avance avec les deux parties. Les moyens existent, mais d'après ce qu'on sait, ils ne sont pas utilisés. On peut tirer une leçon de la crise de Cuba en 1962 et de la façon dont elle a été résolue. Beaucoup dépend du fait que deux dirigeants au plus haut niveau parviennent à se faire confiance. Le jeune président américain, John F. Kennedy, a su faire confiance à Khrouchtchev, ce vieux combattant de Stalingrad, il faut le dire. Et tous deux ont conclu, en quelque sorte, un accord sans traité. Les Russes retiraient leurs missiles et les Américains, un peu plus tard, retiraient les leurs de Turquie. Faut-il, au plus haut niveau, une relation de confiance pour qu'une solution au conflit en Ukraine soit possible? Eine Lösung des Konflikts in der Ukraine zu erreichen. Bien sûr, c'est un point absolument essentiel. On peut d'ailleurs avoir l'impression que depuis cette rencontre entre Poutine et Trump à Anchorage en août de l'année dernière, une certaine confiance s'est installée. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Et quand on regarde toute l'organisation de cette visite, on voit bien que c'était aussi l'intention, du moins celle de Trump. Parce que cet aéroport, à l'origine, servait de point de départ pour le transfert d'avions de combat américains vers l'Union soviétique pendant la guerre contre l'Allemagne. Et au cours de ces années de guerre, pendant ces transferts, 8 pilotes russes ont perdu la vie.
Ils sont d'ailleurs enterrés sur cet aéroport. On peut se dire, peut-être que c'est une interprétation un peu poussée, mais beaucoup ont critiqué le fait qu'on ait déroulé le tapis rouge pour Poutine, que cette réception ait été mise en scène de façon très solennelle, avec des avions de combat américains qui ont survolé la zone et d'autres démonstrations du même genre. On pourrait avoir l'impression que Trump voulait renouer avec l'ancienne fraternité d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Si c'était vraiment le cas, ça aurait évidemment fait une très forte impression sur Poutine. Et quand on regarde la manière dont cette rencontre s'est déroulée, même les aspects extérieurs, on voit bien qu'il y avait une réelle entente entre eux. Et cela se confirme aussi par le fait qu'il y a eu manifestement un accord, appelons-le comme ça, on pourrait employer d'autres mots, entre les deux. D'ailleurs, Poutine a confirmé cet accord quelques jours plus tard. Le 18 août, 3 jours après cette rencontre, il y a eu la réunion de plusieurs chefs de gouvernement européens et de Zelensky à la Maison-Blanche. Vous vous souvenez, pour Zelensky, il s'agissait d'obtenir des Américains la promesse qu'ils livreraient des missiles de croisière Tomahawk à longue portée. Trump ne l'a pas fait. Il ne l'a pas refusé en principe. Il a simplement dit « Nous en avons besoin nous-mêmes, on ne peut pas s'en passer ». Mais on sait aussi que la veille, il y a eu un appel téléphonique entre Poutine et Trump, au cours duquel Poutine a de nouveau confirmé l'accord conclu quelques jours plus tôt à Anchorage. Cela montre donc à quel point il tenait à souligner, avant la visite des Européens et de Zelensky, leur position commune, leur unité de point de vue. S'il y a eu un accord à Anchorage en août dernier qui l'a fait échouer, Eh bien, je ne sais pas si ça a été manigancé. Il y a en tout cas une coïncidence entre le sommet du G7 et la remise en question de cet accord. Et d'après les médias, ce serait le président français qui l'aurait rendu public. Je ne peux pas dire si c'est vrai. Peut-être que ça a été discuté à Évian. Mais il est aussi possible que Trump, qui est connu pour agir de manière très imprévisible et pour faire une politique tout aussi erratique, ait tout simplement changé d'avis. Il l'a déjà fait plusieurs fois par le passé. Mais on ne sait pas si c'est vraiment sûr. Le fait que le secrétaire d'État américain ait clairement souligné qu'il ne s'agissait pas d'un accord, mais d'une proposition acceptée par les deux parties, par Poutine aussi, a deux significations. D'abord, il confirme les faits. Ensuite, il montre clairement que les Américains ne se sentent pas liés par cela. Sinon, il n'aurait pas insisté sur le fait que ce n'était pas un accord, mais simplement une entente. eh bien, si les Américains ne se sentent pas liés par cet accord, pourquoi les autres parties au conflit, les Européens, les forces à Kiev ou les Russes, devraient-elles, elles, s'y sentir obligées? Eh bien, les Russes, manifestement, ne se sentent pas liés par cet accord. C'était une discussion à deux. Donc, les Russes ont clairement le sentiment que les Américains ne respectent plus cet engagement. Et cela se traduit par ce qu'on voit en ce moment sur le champ de bataille. Des attaques russes plus intenses, une pression accrue sur les lignes de défense ukrainiennes et le risque réel qu'il y ait une percée. Justement dans cette zone que les Ukrainiens appellent une forteresse, avec ses 3 villes, notamment Kramatorsk. Et derrière, on le sait, il y a une immense plaine, sur plus de 140-150 kilomètres, pratiquement impossible à défendre. Pourquoi les Russes utilisent-ils si peu de drones Eurotech dans leurs attaques contre les infrastructures ukrainiennes? Est-ce qu'ils en ont si peu? Ou comment évaluez-vous la situation?
Oui, c'est aussi comme ça que je l'évalue. La première opération, celle qui a eu lieu, était en fait une sorte d'attaque test. On a ainsi combiné deux objectifs. D'un côté, on a obtenu l'effet recherché, et de l'autre, on a pu mesurer très précisément, presque au millimètre près, si le système fonctionnait comme prévu. Et il ne s'agit pas seulement d'un missile en soi, mais d'un missile équipé de 6 têtes de combat, chacune pouvant être dirigée indépendamment. Et là, évidemment, c'est essentiel de savoir si le guidage de ces têtes fonctionne de manière à ce que ces 6 cibles différentes puissent être atteintes avec un seul tir et avec précision. Cela a déjà été possible lors de cette première opération et les données ont été analysées et mesurées en conséquence. Mais cela veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore une grande quantité de roquettes produites et que la véritable production n'a commencé qu'après. Donc, on peut dire que d'une part, ce système ne dispose pas encore de beaucoup de roquettes, et d'autre part, c'est un système précieux, un armement de haute qualité, qu'on n'utilise que lorsque les cibles en valent vraiment la peine. Sur le front, les Ukrainiens subissent de plus en plus de pression. L'avancée russe progresse, lentement mais sûrement. Beaucoup de forces ukrainiennes sont épuisées. Les derniers chiffres publiés par des hackers russes indiqueraient que 2 400 000 soldats ukrainiens seraient morts ou grièvement blessés. Pensez-vous que ces chiffres soient réalistes? Je ne peux pas vraiment en juger. Il faut faire la part des choses. Des chiffres sont publiés des deux côtés, mais il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Poutine a récemment donné des chiffres très précis, qui, je crois, ne sont peut-être pas si éloignés de la réalité. Mais malgré tout, il faut rester extrêmement prudent. Ce qui est vrai, bien sûr, c'est que l'attaquant, qui doit toujours se découvrir face aux défenseurs installés dans une position fortifiée, est plus exposé au danger que le défenseur lui-même. Mais cela change selon les situations. On l'a bien vu lors de la grande offensive d'été de l'Ukraine en 2023, qui a échoué avec des pertes importantes. On l'a aussi vu lors de l'attaque ukrainienne contre la région de Koursk, qui s'est également soldée par de lourdes pertes. C'est tout simplement un fait. Mais dire précisément combien de morts et combien de blessés graves il y a d'un côté ou de l'autre, c'est très difficile. Il y a trop d'attaques, trop de désinformation. Tout récemment encore, une étude d'un institut américain a été publiée avec des chiffres extrêmement élevés pour les pertes russes et des chiffres irréalistes, beaucoup trop bas pour les pertes ukrainiennes. C'est pourquoi j'aborde ce sujet avec la plus grande prudence. Mais je veux juste expliquer à nos téléspectateurs, quand on parle de pertes, on parle de soldats tombés au combat et de ceux qui ont été si gravement blessés qu'ils ne peuvent plus être engagés, même après leur guérison. Les deux chiffres additionnés donnent ce qu'on appelle les pertes. Si vous voulez maintenant vérifier à quoi ressemble la situation, il y a bien sûr des éléments qui peuvent donner une indication, même s'ils ne sont pas précis. Par exemple, il y a les échanges de corps de soldats tombés au combat, russes et ukrainiens. Et si je me souviens bien, il y a eu récemment 2 échanges de ce type. On voit alors que le nombre de soldats ukrainiens morts, remis par la Russie, est extrêmement élevé, tandis que le nombre de soldats russes remis par l'Ukraine est très faible. C'est un indice, mais évidemment, ce n'est pas une preuve du total réel. On voit bien sûr ces immenses cimetières en Ukraine, avec tous ces drapeaux plantés là. Oui, on peut vraiment parler de mer de tombes. Et j'ai reçu des informations de Kiev, selon lesquelles Zelensky serait de plus en plus sous pression. Dans les milieux de recherche américains, on discute de la question de savoir si les unités Azov,
dans l'armée et la garde nationale ukrainienne fonctionne réellement. On parle maintenant de la possibilité d'un coup d'État contre Zelensky. Il y aurait des indices selon lesquels il y aurait eu des fusillades à Kiev et que 7 membres de l'armée et des services de renseignement auraient été abattus parce qu'ils s'étaient rebellés contre Zelensky. Avez-vous, vous aussi, reçu des informations ou des signaux à ce sujet? Habe dazu keine Informationen. Alors, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Et comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas spéculer. Il faut bien voir que dans cette guerre, les deux camps utilisent délibérément la désinformation. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que l'Ukraine a de sérieux problèmes de personnel. Et c'est l'une des difficultés auxquelles elle doit faire face dans ce conflit. On le voit aussi au fait qu'il y a, dans les rues ukrainiennes, des recruteurs qui attrapent des hommes, pas seulement des jeunes, aussi des plus âgés, qu'on forme en quelques jours avant de les envoyer au front sans qu'ils soient vraiment capables de se battre comme des soldats formés. Ausgebildete Soldaten zu kämpfen. Hinzu kommt, dass auch das Potenzial. Il faut aussi dire que le potentiel de soldats que l'Ukraine pourrait réellement mobiliser est bien plus faible que celui de la Russie. C'est donc une évolution très préoccupante, qui fait surtout que la ligne de front, la ligne de défense, ne peut plus être tenue de manière continue. Il faut former en quelque sorte des unités d'intervention qu'on déploie là où les attaques russes se concentrent, qu'on déplace sans cesse d'un point à un autre. C'est même, tandis que la ligne de front elle-même reste assez faiblement occupée. En ce moment, l'Ukraine bénéficie encore de l'avantage de pouvoir se défendre dans des zones fortifiées autour de Sloviansk et de Kramatorsk. Cela renforce bien sûr ses capacités de défense, mais cet avantage ne durera pas éternellement. Aber das ist auch nicht von Dauer. Das muss man ganz klar sagen. Il faut le dire très clairement. J'ai été arrêté plusieurs fois du côté russe, en Ukraine, pendant cette guerre. Une fois, j'ai même été enfermé avec des Ukrainiens déserteurs qui avaient fui vers le camp russe. Vous avez vous-même évoqué la mobilisation forcée et les recrutements sous contrainte. Peut-on dire que le soutien à l'actuel gouvernement ukrainien s'affaiblit au sein de la population parce que les gens aspirent à la paix? Das ist schon lange der Fall. Das ist schon, schauen Sie, das ist C'est le cas depuis longtemps. Vous voyez, c'est une évolution tout à fait normale. Quand le fils, le gendre ou le mari ne revient pas de la guerre, ou qu'il revient gravement blessé, un pays ne peut pas supporter ça indéfiniment. Cela veut dire qu'on observe depuis un bon moment une très grande distance entre le gouvernement en place et la population. À cela s'ajoute évidemment le fait que la guerre dure depuis si longtemps qu'il n'y a plus d'élections. Le président Zelensky reste donc en fonction bien au-delà de la période pour laquelle il a été élu, et il est de plus en plus contesté. On dit souvent, dans nos médias, que le soutien à Poutine au sein de la population russe s'affaiblit. Et bien sûr, il y a des critiques, on en a déjà parlé. Mais cette évolution est beaucoup plus marquée en Ukraine qu'en Russie. En Russie, Poutine a toujours un taux d'approbation de plus de 70% selon des instituts indépendants. Franchement, un chancelier comme Friedrich Merz ne pourrait qu'en rêver. Beaucoup de politiciens occidentaux ne peuvent qu'en rêver. L'Occident continue d'attiser la guerre en Ukraine. L'Union européenne a déjà investi 360 milliards d'euros dans ce conflit. Faut-il qu'il se poursuive jusqu'au dernier Ukrainien? Eh bien, qu'ils doivent être dirigés, ça j'en doute. Mais l'évolution va clairement dans ce sens. Le problème, c'est simplement que cet aspect n'est pas pris en compte dans le soutien occidental. On se fie à ce que dit le gouvernement ukrainien, on espère qu'un véritable tournant a eu lieu, et on pense, comme le formulent aussi des responsables politiques allemands, que la Russie ne peut pas gagner cette guerre sur le plan militaire. C'est une affirmation totalement absurde. Il faut le dire.
Tout ça joue évidemment un rôle. Au fond, à mon avis, il s'agit aussi de justifier, parce qu'on continue comme avant, ce qu'on a fait jusqu'ici. De ne pas vouloir admettre que cette forme de soutien, je ne parle pas de remettre en cause le soutien à un pays agressé, mais bien de cette manière de le faire, sans chercher à mettre fin à la guerre, que cette approche-là a échoué. Et c'est pour ça qu'on continue simplement comme avant, pour éviter d'avoir à faire cet aveu. Cet aveu pourtant manifestement nécessaire. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a récemment déclaré que de fait, l'OTAN était déjà en guerre avec la Russie. On le verrait selon lui au nombre important de mercenaires et de forces spéciales déjà présentes sur le sol ukrainien. Alors qu'en dira-t-on, les Allemands au front? Eh bien non, ça ne veut pas dire ça. J'en suis absolument convaincu. On voit d'ailleurs qu'en Allemagne, de plus en plus de gens prennent conscience qu'on est en train de s'engager dans une impasse. Nous, avec ce que nous faisons, avec notre politique, en refusant d'agir de manière active et constructive pour une solution de paix, et en continuant à alimenter cette guerre, nous portons une part de responsabilité. Une responsabilité dans le destin du peuple ukrainien. Et je crois que de plus en plus de personnes le comprennent. En plus, dans notre Constitution, les conditions pour engager les forces armées allemandes sont vraiment très strictes. Alors, il nous faudrait un mandat de l'ONU. Il nous faudrait aussi une décision du Parlement. Je ne pense pas que ce soit réalisable en Allemagne. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un contingent important de mercenaires étrangers en Ukraine. On parle d'environ 50 000, voire plus. Et cette intervention, évidemment, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais elle soulève forcément des questions. Tout comme le fait que, là-bas en Ukraine, des employés étrangers, des organisations étrangères, disons-le comme ça, sont également actifs. Est-ce que des forces occidentales sont mises en congé pour aller combattre en Ukraine? Je ne sais pas. Quand on regarde la politique de l'Occident, on voit bien qu'avec la génération actuelle de responsables politiques qui a lié son destin au soutien de l'Ukraine à la guerre en Ukraine, il n'y a tout simplement plus de chemin possible pour revenir vers la paix. Oui, c'est justement là un vrai problème. Il est difficile pour un responsable politique de dire ce que nous avons fait ces 4 ou 4 ans et demi, c'était une erreur. Aucun politicien n'aime reconnaître ça. Donc il faut qu'une nouvelle situation apparaisse. Une situation qui justifie un changement de cap. Mais le point décisif, c'est que cette nouvelle situation ne se crée pas toute seule. Il faut la provoquer, et nous devons y contribuer activement. Cette contribution active ne peut pas ressembler à ces 5 points que les soi-disant E3 ont adoptés il y a quelque temps. Il faut au contraire essayer de parvenir à un vrai compromis, de créer les conditions d'un compromis qui prennent en compte les intérêts des deux parties. L'Ukraine ne doit pas perdre cette guerre sur le plan militaire. Si cela arrivait, une défaite militaire, une défaite dramatique, alors même l'existence de l'État ukrainien serait menacée. Et ça, ce ne serait pas dans notre intérêt. À quoi pourrait ressembler selon vous une solution de paix? Je vous pose la question parce que vous avez déjà fait des propositions. Peut-on s'appuyer sur ces propositions? Je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu de réaction à ce sujet. Mais si on parle des 2 points essentiels, les 2 plus difficiles, et on peut d'ailleurs comparer ça avec le résultat d'Istanbul, concentrons-nous simplement sur ces 2 points critiques. Le premier, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et de plus en plus aussi la question de son adhésion à l'Union européenne.
Concernant l'adhésion à l'OTAN, comme je l'ai déjà expliqué, je ne vois absolument aucune possibilité d'obtenir, sous cette forme, une évolution positive pour l'Ukraine. Le seul résultat vraiment positif pour l'Ukraine, en matière de sécurité et d'indépendance, ce serait un ordre européen de paix et de sécurité. C'est ça, le point décisif. Das ist der entscheidende Punkt. Und der setzt eben voraus, dass vorher Et cela suppose qu'il y ait d'abord un traité de paix, une résolution pacifique de ce conflit. Voilà, c'est le premier point essentiel. Le second, c'est la question territoriale. Et là, il s'agit surtout des deux républiques populaires de Louhansk et de Donetsk. La Russie les a reconnus comme des États indépendants. J'ai proposé que les deux parties fassent preuve de compromis sur ce point. Concrètement, que la Russie confirme l'indépendance de ces deux États, qu'elle avait déjà déclaré en février 2022. Cela signifierait qu'ils ne deviendraient pas partie intégrante de la Fédération de Russie. Mais cela impliquerait aussi que l'Ukraine reconnaisse l'indépendance de ces deux régions. Et elle serait détachée de l'État ukrainien. Mais cela veut aussi dire qu'il faut trouver un accord qui garantisse une évolution positive vers une pleine souveraineté et une véritable indépendance. Autrement dit, ces deux républiques devraient être placées sous mandat des Nations Unies. Et l'ONU devrait, en quelque sorte, jouer ici le rôle de facteur de stabilité. Ce n'est pas quelque chose d'inédit, cela s'est souvent fait par le passé, moins ces derniers temps, mais il y a eu des États, issus par exemple de la décolonisation, qui ont été placés sous tutelle des Nations Unies, c'est le terme exact, et qui pendant plusieurs années ont pu ainsi évoluer vers une indépendance réelle et un statut pleinement souverain. C'est la proposition que j'ai faite et qui demande des compromis des deux côtés. Elle aurait aussi l'avantage de créer en quelque sorte une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine. Si, en plus, l'Ukraine décidait vraiment d'adopter une neutralité permanente et de rester indépendante de toute alliance, et qu'elle le confirme clairement, alors on aurait, en principe, un ordre de sécurité régionale relativement stable. Mais il reste encore les deux autres régions, Zaporizhia et Kherson. D'après ce que je sais, la Russie aurait accepté de rendre à l'Ukraine une partie importante de ces territoires, qui sont actuellement occupés par les forces ukrainiennes. Des parties essentielles, parce que la Russie veut maintenir le corridor terrestre entre son territoire et la Crimée. Sinon, il ne resterait que le pont de Kerch. Et ça, c'est toujours un point faible. Mais maintenant, il y a un nouvel élément. C'était d'ailleurs la proposition initiale que nous avions faite en janvier. En 23, nous en avions déjà fait une autre, mais elle avait été dépassée par les événements. Et maintenant, quelque chose vient s'ajouter, ce qui complique la situation. C'est le fait que la Russie, je l'ai déjà mentionné, cherche aussi à établir un corridor de sécurité dans la partie nord, à cause de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. Autrement dit, cela concerne la zone autour de Soumy. La Russie ne renoncera pas à cet objectif, et cela rend évidemment toute la situation plus complexe. Autrement dit, au final, tout cela reviendrait à une neutralité permanente, à une limitation des forces armées ukrainiennes, comme c'était prévu dans l'accord d'Istanbul. Pas d'adhésion à l'OTAN, bien sûr, pas de troupes étrangères sur le territoire ukrainien, et peut-être ensuite un statut d'autonomie pour les deux régions du Donbass, comme le prévoyait l'accord de Minsk II. Ce statut d'autonomie devait, selon l'accord de Minsk II, être garanti par une modification de la Constitution. Cela voulait dire que la langue russe serait à nouveau autorisée, que la culture russe serait reconnue et qu'une certaine autonomie administrative serait mise en place, mais à l'intérieur de l'État ukrainien.
C'était en quelque sorte l'alternative à ce que je viens de décrire. L'Ukraine n'a pas respecté cet accord à l'époque, puisque cette réforme constitutionnelle devait être réalisée avant la fin de l'année 2015. Cela n'a pas eu lieu. Et cela a aussi contribué à l'éclatement de cette guerre civile dont nous avons parlé tout à l'heure. Le député européen Michael von der Schulenburg lance une nouvelle initiative. Il veut réunir, en dehors des canaux officiels, des experts du monde militaire, politique et culturel, à la fois du côté russe et du côté allemand. Il explique que selon lui, l'Allemagne est la force décisive, ou du moins qu'elle peut le devenir, pour construire la paix. Est-ce que vous allez participer? Je ne le sais pas encore. Je dois d'abord mieux connaître le projet, ce n'est pas encore le cas. J'aimerais faire 2 remarques à ce sujet. D'un côté, nous avons, en raison de notre histoire, à cause de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale, avec l'attaque contre l'Union soviétique, une responsabilité particulière, y compris envers la Russie, envers le pays agressé, la Russie, en Ukraine. La deuxième chose, c'est que la Russie est notre voisine sur le continent européen, et elle le restera toujours. Et troisièmement, il faut, si possible, une autorisation du gouvernement fédéral. Je plaiderais vraiment pour que si le gouvernement fédéral n'est pas lui-même prêt, s'il a en quelque sorte suspendu sa politique étrangère et de sécurité, justement à un moment où il est essentiel d'agir activement dans ce domaine, alors il devrait au moins être disposé à soutenir cette initiative. Pas en s'engageant à accepter d'avance tout ce qui en sortira, mais simplement en disant clairement « Nous sommes d'accord pour que ce projet soit mené à bien. Nous pensons que c'est important. Nous examinerons attentivement les résultats, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas en dire plus. » Peut-être encore une précision. Si nous menons nous-mêmes des efforts dans ce domaine, il ne faut évidemment pas que cela vienne les perturber. D'accord, mais pour moi, c'est une évidence. C'est en fait ce que j'attendrais d'un gouvernement fédéral clairvoyant, capable d'agir politiquement et conscient de ses responsabilités. C'est ce que dit Harald Kujat, l'ancien inspecteur général de la Bundeswehr. Il s'attend à ce que le gouvernement fédéral, s'il suspend déjà sa propre politique de sécurité et de paix, ne fasse au moins pas obstacle aux efforts de paix. Merci beaucoup pour cela. Ici, dans À contre-courant, nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. Welche die Propagandamedien verschweigen.